Bienvenue dans Ça dit quoi, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on décrypte l'actualité du continent à travers la presse africaine. Et ensemble, pendant 26 minutes, on va lire entre les lignes, croiser les regards et surtout proposer un regard bien africain sur les grands événements de notre quotidien. Alors cette semaine, Ça dit quoi? D'abord, la mission Artemis 2 qui relance les débats sur la place de l'Afrique dans l'industrie spatiale. Quelle position réelle pour le continent aujourd'hui? On en parle avec Youssef Moulen, astrophysicien à l'UM6P, qui sera avec nous depuis Rabat au Maroc. Ensuite, le conflit au Moyen-Orient qui fait flamber les prix du carburant partout dans le monde et le Nigeria qui se pose en solution avec la raffinerie Dangote, capable, selon Aliko Dangote, son PDG, de répondre aux besoins d'une grande partie du continent. La promesse est-elle crédible? Décryptage avec Gilbert Tamba, notre correspondant médien TV à Abuja au Nigeria. Et puis les femmes cavalières marocaines qui sont mises à l'honneur, celles qui font la Tboreda, qui sont célébrées au World Press Photo Contest par la photographe italienne Chantal Pinzi. Des images que l'on va découvrir et qui invitent à poser notre regard sur la femme marocaine. Et avec moi, comme chaque semaine sur ce plateau, pour faire tous ces décryptages, Bachir Thiam, rédacteur en chef à Médien TV. Ça dit quoi, Bachir? Ça dit que le monde est sous tension et que l'Afrique doit jouer collectif pour ne pas en subir les conséquences. Et je pense que ce sera même la conclusion de notre émission du jour. Mais on va d'abord, évidemment, la dérouler. Alors, on commence, ça dit quoi, dans la presse africaine. La mission Artemis 2 a fait sensation partout dans le monde. Un vol habité de 10 jours en orbite autour de la Lune qui a commencé le 1er avril. Mais quel est justement le regard de l'Afrique sur cet événement historique? RFI partage d'abord l'interview de Tidiane Ouattara, président du Conseil de l'Agence spatiale africaine, organe de l'Union africaine. L'Afrique, donc, est le prochain Eldorado des affaires spatiales pour des applications très concrètes de communication, de sécurité ou même de prévision météorologique, des éléments clés pour le développement socio-économique du continent. Oui, une idée d'ailleurs sur laquelle Tidiane Ouattara insiste dans une déclaration. Il indique que l'espace n'est pas un luxe, c'est un levier important du développement socio-économique. Et justement, pour essayer de comprendre cet écosystème lunaire et spatial, avec nous, Youssef Moulen, qui est astrophysicien à l'UM6P, qui est notre premier invité. Bonjour, Monsieur Moulen. Bonjour, merci d'abord pour l'invitation pour discuter ce sujet-là. Merci, bienvenue. Alors, Monsieur Moulen, quand on parle du spatial, évidemment, on pense souvent à des fusées, à la Lune, à Mars. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière l'industrie spatiale aujourd'hui? Et surtout, en quoi est-ce qu'elle peut être utile pour des secteurs très concrets sur le continent africain, éventuellement comme l'agriculture ou encore la gestion des catastrophes naturelles? Oui, tout à fait. Donc, vous connaissez d'abord donc l'histoire de l'évolution spatiale au monde. Donc, vous connaissez bien la NASA et l'Agence spatiale européenne et les Russes et maintenant les Chinois qui ont commencé, ça fait longtemps, pour avoir l'accès à l'espace et pour développer plusieurs thématiques concernant la météorologie donc dans la Terre et même aussi avoir d'autres bénéficiaires de l'espace. On va parler peut-être après sur plusieurs choses. Mais dans le continent africain, donc heureusement, donc enfin on se réveille. Donc l'Afrique, l'agence spatiale africaine a été créée en 2022. Après les débats, ils ont commencé en 2016. Et après, donc la loi a été établie ou adoptée en 2017 avec après l'Union africaine. Et là, ils ont commencé de réfléchir. Il faut qu'on établisse un système ou un programme spatial pour l'Afrique, pour tous les pays africains. Et c'était commencé. Maintenant, donc, l'agence a été créée. Donc, le comité était aussi construit. Et d'ailleurs, le Maroc se représente dans le comité exécutif de l'Agence spatiale africaine. Ils ont établi 4 programmes pour aborder ce sujet-là, surtout tout ce qui concerne l'observation de la Terre et aussi de l'astronomie et aussi la connectivité avec le monde à travers les satellites et ainsi de suite. Donc l'Afrique a pris en main ce sujet justement à travers ces 4 programmes. Qu'est-ce qu'elle attend de plus? Est-ce que vraiment c'est une conquête spatiale ou bien utiliser ces outils pour d'autres secteurs un peu plus, on va dire, terre à terre? Oui, donc maintenant l'affaire c'est parce qu'en Afrique on n'a pas encore des infrastructures spatiales, même aussi
des compétences, on peut dire, humaines sur le terrain dans l'Afrique. Donc, ils ont commencé d'abord pour la collaboration, surtout la collaboration avec les Européens, avec l'Agence spatiale européenne, mais aussi avec la NASA, pour développer des programmes, on peut dire, jointes pour développer le spatial marocain. Donc, ils sont en train aussi de définir des programmes donc, spatial concernant l'observation de la Terre ou bien concernant l'astronomie. Donc, il y a un problème aussi de financement. Donc, ils sont en train de réfléchir comment donc, les pays africains contribuent à développer ce programme parce que c'est eux qui vont bénéficier de tout cela, donc surtout pour l'observation, les changements climatiques qu'on voit aussi dans le continent, mais aussi pour la collectivité. Donc, si je me souviens, il y a une statistique de l'UNESCO qui dit qu'il y a 30% de la population africaine qui ont de l'accès à l'Internet, mais l'Afrique présente presque de 15%, 20% de la population mondiale, du monde. Donc ça, donc il faut qu'on pousse vers avoir tout le monde en Afrique avoir l'Internet. Et ça, je pense que c'est déjà commencé. Donc, c'est un projet donc, collectif dans lequel plus de pays africains devraient s'intégrer pour justement atteindre ces objectifs. Donc, on a effectivement, Bachir, je vais me tourner vers vous, beaucoup de réactions aussi de responsables politiques du continent, notamment du président Museveni, le président ougandais, qui est relayé cette fois-ci par la Nouvelle Tribune et qui dit un satellite américain tourne autour de la Lune. Et pendant que nous mangeons des macaronis. C'est donc un constat très sévère sur, lui, il veut pointer bien évidemment le retard technologique du continent. Monsieur Moulin nous en a parlé. Il y a un petit peu d'ironie effectivement dans les dires du président ougandais Museveni. Et on a aussi un autre article, celui de Sénéweb, qui relaie cette fois-ci le message du président du Ghana, qui a félicité une des scientifiques de la mission Artemis 2, qui a brandi le drapeau justement du Ghana en hommage aux années d'études qu'elle a passées à l'université dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Alors Bachir, je vais me tourner vers vous. Il y a beaucoup d'ambition pour le continent africain. Le continent africain qui reconnaît quand même, peut-être qu'aujourd'hui, ses capacités ne lui permettent pas d'atteindre éventuellement la Lune. Alors, on a célébré cela de manière donc assez symbolique à travers cette scientifique qui était dans la mission ou bien... Voilà, à travers les dires du président ougandais. Donc, est-ce qu'on continue de célébrer, on va dire, cette conquête spatiale de manière symbolique parce qu'on se sent encore en marge des grands projets spatiaux dans le monde? Moi, je pense que si on a bien écouté le professeur de M6P tout à l'heure qui disait que on ne célèbre pas la marge, on célèbre vraiment l'entrée dans le jeu. Là, je pense que l'Afrique n'a de choix encore, une fois de plus, que comme toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles inventions, même si on ne les invente pas, on n'a de choix que d'y aller franco. On ne peut pas prendre le temps, on n'a plus le luxe, on n'a pas ce temps-là de prendre le temps de regarder. C'est donc une urgence. Il faut y aller, on va y aller, ça c'est fort. Peut-être on n'a pas d'infrastructure, mais on va tirer le bénéfice de ce qu'eux font. Pourquoi le drapeau ghanéen? Ça peut être le drapeau malien, sénégalais ou marocain. Elle a une histoire particulière avec le Ghana. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a été formé aussi dans nos universités en Afrique. Ça, déjà, ça nous replace dans le jeu. On est dans le game, on n'est pas hors jeu, au fait. Donc ce qu'il faut retenir simplement, c'est de dire qu'aujourd'hui, que l'Afrique, de par les formations qu'on offre, en l'occurrence, on parlait de M6P tout à l'heure. Les outils pour avancer sur ce secteur-là. Donc on peut y aller. Maintenant qu'il nous manque une fusée pour aller sur Mars, peu importe. Maintenant, si on peut tirer profit de ceux qui y font descendre sur Terre, c'est le moment. C'est le moment, quoi, je pense. Et d'ailleurs, l'Afrique, effectivement, n'a pas du tout été en marge même de cette mission Artemis. News 24, médias sud-africains, nous indique d'ailleurs que l'Afrique du Sud a mis à disposition ses stations au sol pour suivre les trajectoires des vaisseaux. Donc oui, on vient un petit peu contredire cette idée que nous sommes très loin donc d'avancer sur ce secteur spatial. L'Afrique du Sud, d'ailleurs, qui ne cache pas son ambition d'aller sur Mars. C'est un article sur la Lune, c'est un article d'Africa News qui le précise, mais cette fois-ci en collaborant avec la Chine. Je vais donc vous reposer cette question-là, Monsieur Youssef Moulin. Quelle est vraiment la place du continent, en somme, dans le secteur spatial mondial? Et est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a les moyens, justement, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, pourquoi pas, aussi d'atteindre la Lune? Oui, c'est tout à fait. Donc, d'ailleurs, la Lune, elle était arrivée par plusieurs pays, donc pas que les Américains, il y a des Européens aussi, des pays de l'Asie aussi, de la Chine et l'Inde et d'autres pays. Mais on est toujours, donc en Afrique, on vient de commencer et on n'a pas d'autre choix. Donc, on doit commencer
parce que l'espace aujourd'hui est devenu un devoir pour tout le monde pour avoir l'accès, sinon donc, on sera dans un retard, on peut dire, loin. Donc, il faut qu'on commence et on a déjà commencé. Je veux parler sur le Maroc aussi parce que je fais partie de l'université Mohamed VI Polytechnique. On a commencé aussi un programme spatial. D'abord pour former les jeunes, parce qu'au Maroc, et même aussi en Afrique, il y a des gens qui ont de la passion pour l'espace. Ils sont vraiment attachés. C'est pour ça qu'ils rêvent voir ce genre de missions comme ça, comme Artemis et d'autres. Mais on a commencé par la formation d'abord et après, on a commencé de développer des programmes avec partenariat parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est parce qu'on n'a pas des moyens d'infrastructure, il faut qu'on collabore. Donc, la collaboration, le seul, on peut dire, choix pour aller développer le programme spatial au Maroc et même aussi en Afrique. Et Maroc aujourd'hui, donc, côté astronomie, on a fait pas mal de choses on a développé pendant les 20 années qui passaient, surtout à travers l'Observatoire au Kimden qui fait l'observation. Mais aussi, je pense qu'on a maintenant, on se prépare pour aussi pour bâtir un programme spatial pour le pays et même, et pourquoi pas, pour l'Afrique. Merci beaucoup, M. Moulin, merci beaucoup, Monsieur Moulin, pour toutes ces précisions. En tout cas, avec vos explications, on a plus que de l'espoir. On a des éléments clés qui nous montrent que le continent africain n'est clairement pas en marge. Peut-être aujourd'hui l'occasion justement de mettre en perspective tous les travaux et tous les programmes qui sont en cours actuellement. Merci infiniment, Monsieur Moulin. Je rappelle que vous êtes astrophysicien à l'UM6P et que vous étiez avec nous depuis Rabat au Maroc. Merci à vous. On va quitter donc désormais la course à l'espace pour revenir sur une autre bataille tout aussi stratégique qui se joue aussi sur le continent, celle de l'exploitation du pétrole. On en parle dans notre seconde partie. Ça veut dire quoi ? 650 000 barils de pétrole raffinés par jour, c'est la capacité de production de la raffinerie Dangote. La Nouvelle Tribune partage justement cette annonce qui n'est pas passée inaperçue, surtout pour le continent africain dont certains pays craignent une pénurie qui est liée justement à ce qui se passe au Moyen-Orient, avec justement une promesse qui s'ajoute à cela, celle de faire baisser les prix du carburant. D'ailleurs, Ali Dangote a même déclaré que ces derniers jours, nous nous sommes tournés principalement vers les pays africains, ce que nous ne faisions pas auparavant. C'est donc un revirement stratégique pour Dangote qui fait aujourd'hui de l'Afrique un marché de l'avenir pour son entreprise. Et la BBC Afrique démontre même que c'est le début d'un grand changement car aujourd'hui, Dangote a déjà même vendu plus de 456 000 tonnes de pétrole brut à 5 pays du continent, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tanzanie, le Ghana et le Togo. Et avec nous, pour essayer de comprendre comment, la nouvelle a été accueillie au Nigeria. Avec nous, Gilbert Tamba, correspondant à Médien TV à Abuja. Alors, Gilbert, comment est-ce que la nouvelle a été accueillie au Nigeria? Est-ce qu'il y a eu des risques de pénurie, voire des augmentations de coûts? Dangote a dit privilégier le marché intérieur, donc le Nigeria. Est-ce qu'on commence déjà à avoir des effets concrets sur les prix et sur l'approvisionnement? Sur le terrain ici au Nigeria, l'annonce a été globalement très bien accueillie, surtout dans un contexte où la population reste extrêmement sensible aux variations du prix du carburant. Il faut dire aussi que ces derniers mois, entre les tensions au Moyen-Orient et la dépendance aux importations, il y avait une vraie crainte de pénurie et de nouvelles hausses. Donc le fait que Dangote annonce une capacité de raffinage aussi importante, avec en plus une priorité donnée au marché local, ça a été perçu comme un signal rassurant. Maintenant, sur les effets concrets, il faut rester nuancé. On commence à observer tout de même une amélioration progressive de l'amélioration avec moins de files d'attente devant les stations-service, même si la situation à ce niveau aussi reste inégale selon les régions. Côté prix, en revanche, la baisse n'est pas encore franchement visible pour les consommateurs. Les tarifs restent élevés, notamment à cause des coûts logistiques, mais aussi de la libéralisation du secteur pétrolier au Nigeria. Mais il y a une attente forte. Beaucoup de Nigérians espèrent que dans les prochaines semaines, la production locale finira réellement par faire pression à la baisse des prix des produits pétroliers au Nigeria.
Mais malgré, on l'a vu, Bachir, cette annonce et les précisions de notre correspondant, on a Nouvel Obs qui met tout de même un paradoxe en relief au niveau du continent. Et oui, on a beaucoup de pétrole, mais on l'exporte pour importer du raffiné. Résultat, on est encore très dépendant des marchés extérieurs et des prix sont toujours élevés et continuent d'augmenter. La raison, d'après l'article, surtout les infrastructures. On manque d'infrastructures, en particulier de raffineries. Mais pourtant, en termes d'infrastructures, il y a un projet très attendu qui va certainement voir le jour. Et le desk nous indique que ce chantier, c'est bien le gazoduc Maroc-Niger qui sera signé cette année. Un projet de plus de 6 000 km, un corridor logistique et industriel dont vont bénéficier plus de 13 pays de la région. Donc Bachir, l'Afrique produit 4 à 5 millions plutôt de barils par jour, soit environ 5% de la production mondiale, mais en même temps, elle importe massivement du raffiné. Et ça, c'est problématique. Donc, est-ce que le Nigeria donne l'exemple avec cette raffinerie? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut vraiment changer la donne? Et surtout, est-ce que, si oui, très bien, mais sinon, quelles sont ses limites? Quelles sont les limites de la promesse Dangote, on va dire? Je pense que les limites sont nombreuses d'abord, mais juste ce paradoxe que vous avez soulevé, je m'attardais sur ça. En clair, on produit brut, oui. On importe raffiné, quoi. Exact. Ça nous coûte trop cher. Trop cher. Voilà. On a du pétrole qu'on produit et qu'on exporte, qui nous revient raffiné. Parce qu'on n'a pas les infrastructures. Voilà. Pour le raffiner. Maintenant, il y a Dangote et peut-être d'autres aussi initiatives qui essayent de transformer la matière première, le brut, sur le continent et finalement d'alimenter le marché africain. Là, vous avez cité 5 pays pour lesquels, pour le moment en tout cas, ça atténue le problème, en tout cas les conséquences des conflits dans le Moyen-Orient sur ces pays-là. Vous avez cité 5 pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, etc. etc. Bon, donc si ces initiatives se multiplient à l'échelle du continent, tout de suite, le problème est résolu. Ça va changer la donne. Absolument. Donc, le continent pourrait être exportateur de raffinés, c'est ça in fine, oui. Mais d'abord qu'on consomme le pétrole qu'on produit. Et les coûts seront relativement beaucoup plus faibles. Forcément, parce qu'on n'aura pas de devises à sortir. Et c'est les marges des raffineries aussi, les marges des raffineries qui vont baisser. Le brut suit le cours du monde, Brent, absolument, oui. Mais il y a ces marges, ces coûts logistiques, absolument, etc., qui sont... Qui renchérissent effectivement tout ça. Donc avec tout ça, les projets, par ailleurs aussi stratégiques, qui sont en cours. En l'occurrence, le gazoduc Maroc-Nigeria, vous l'avez cité, qui traverse une quinzaine de pays, voire plus. Donc si ce gazoduc rentrait en jeu, était en opération, tout de suite aussi le problème allait se résorber. Parce qu'au fait, on a un problème d'accès au marché pétrolier aujourd'hui. Parce que dès qu'il y a des conflits, les stratégies sont remises en jeu parce que chacun aussi va favoriser ses marchés intérieurs. Voilà. Donc, du coup, si on n'est pas producteur, on n'a pas de pétrole. Et si on n'a pas de pétrole, il faut aller encore chercher le pétrole plus loin, plus cher. Et c'est répercuté sur nous, les consommateurs finaux, finalement. Et d'ailleurs, en parlant de conséquences sur les consommateurs, on a The Guardian Nigeria qui explique que malgré ces énormes ressources en pétrole, et au-delà de la dépendance aux raffinés, il y a un risque majeur aussi d'inflation, une inflation que le Nigeria essaie de faire baisser, mais ça reste assez difficile, à l'image aussi d'autres monnaies africaines en ce moment qui connaissent de fortes dévaluations à cause, encore une fois, de cette crise au Moyen-Orient. Donc, Gilbert Tamba, vous êtes à Abuja, vous êtes notre correspondant au Nigeria. On voit donc que malgré cette production, les économies africaines restent très exposées aux chocs internationaux. Et donc, est-ce que cette situation, justement, alimente actuellement au Nigeria l'augmentation des prix? Est-ce que ça joue sur l'inflation? Quelle est la situation, disons, économique à cause de cette, on va dire, cette situation aujourd'hui géopolitique? Oui, clairement, la situation actuelle alimente l'inflation au Nigeria, même si le pays est un grand producteur de pétrole. Et c'est précisément ce paradoxe que vous soulignez. Oui, donc cette situation contribue effectivement à maintenir une pression inflationniste au Nigeria aujourd'hui. D'abord, il faut comprendre que le Nigeria reste très dépendant jusqu'en ce moment, jusqu'aujourd'hui donc, des produits pétroliers raffinés importés, malgré sa production de brut. Cela signifie que lorsque les prix mondiaux du pétrole augmentent, comme c'est le cas avec les tensions au Moyen-Orient aujourd'hui, le coût du carburant augmente aussi localement. Or, cette hausse a un effet en chaîne. Je vais parler donc des augmentations des coûts de transport, hausse des prix des denrées alimentaires,
renchérissement des biens et services. Par exemple, avec le conflit au Moyen-Orient que je viens de signaler, les prix du carburant ont fortement augmenté, plus de 50% pour l'essence et 70% pour le diesel. Vous comprenez donc que cela alimente directement l'inflation. Merci Gilbert Tamba. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Abuja, au Nigeria. Alors après les tensions autour du pétrole, place désormais à une toute autre actualité, une autre image du continent, celle de femmes africaines, en particulier marocaines, qui ont été mises à l'honneur sur la scène internationale. On les découvre dans la dernière partie de l'émission. Ça raconte quoi ? Chantal Pinzi, photographe italienne, a mis à l'honneur la femme marocaine, mais laquelle en particulier? Eh bien, celle qui monte à cheval, les cavalières qui font la tboreda. C'est un art pendant longtemps qui a été réservé aux hommes. On a, grâce à elle, des images poétiques, sensibles, qui sont partagées par le 360 Afrique. Le tout, on le sait, dans un contexte d'art chevaleresque qui fait rayonner surtout la force et la puissance de ces cavaliers. Des photos, justement, qui ont permis à cette photographe de décrocher un prix international, celui du World Press Photo Contest 2026, un prix très prestigieux dans le monde de la photographie. Bachir, c'est une question donc, pour moi qui est assez symbolique, mais qui, je pense, vous permettra de nous éclairer un petit peu sur ce prix-là et de ce qu'il représente, surtout pour la société marocaine. Alors vous, est-ce que vous y voyez simplement une reconnaissance internationale, une reconnaissance artistique, ou aussi une transformation profonde, on va dire, de la femme, de la place de la femme dans certaines traditions du continent, et là en particulier dans l'art de la tboreda au Maroc? Bon, je pense que c'est tout ça à la fois, mais plus encore justement la place de la femme qui se redéfinit dans la société marocaine, qui se modernise aussi, voilà, justement, tout en gardant ses valeurs traditionnelles. Cette femme marocaine aujourd'hui monte aussi en puissance, cette femme africaine de manière générale monte en puissance et puis s'émancipe aussi de beaucoup d'abord de contraintes, de beaucoup de poids patrie, voilà, que je ne veux pas citer. Et maintenant, aujourd'hui, elle manifeste aussi cette position, en tout cas, d'émancipation au-delà des frontières de nos pays, au-delà donc du Maroc. Les cavalières qu'on voit étaient peut-être photographiées ici, mais aujourd'hui, elles sont exposées à travers le monde entier. Parce que quand on parle du prix mondial, du prix de la photographie, ça célèbre cette femme marocaine sur ce cheval qui est cabré, je pense, sur une plage. Donc ça donne vraiment de belles images et puis ça donne une image de cette femme-là aujourd'hui qui, en même temps, porte cette valeur traditionnelle, mais se modernise et s'émancipe. Elle s'y intègre aussi, surtout. Elle impose sa place dans une tradition. Dans la société, absolument, tout à fait. Oui. Et c'est ça qui est beau. Moi, j'ai trouvé les images incroyablement belles, fortes d'esthétique, de puissance. Moi, en tant que femme aussi... Et quelque chose m'a marqué, si vous permettez, parce que j'ai revu un peu l'article et je vois qu'elle est signée par une femme, c'est Zineb Zouber, je crois, de 360. La photographe, c'est une femme, l'italienne Pinzi. Et les cavalières, c'est des femmes. C'est des femmes, mais qui parlent, je pense, à l'ensemble de la société. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, ces images, justement, nous interpellent et nous montrent que nos traditions, on y tient, on les aime, mais que tout le monde peut y trouver sa place et que si une passion s'impose, il faut que chacun, quelle que soit sa condition, puisse l'exprimer. Je pense que c'est aussi un des messages que nous laissent ces photos incroyables et que je vous laisse également découvrir dans l'article ou bien justement sur le site du World Press Contest 2026. Bachir, c'est déjà la fin de notre émission. Ça va si vite, aussi vite qu'un galop de tboreda. Merci infiniment pour toutes ces précisions et explications. Alors, ça dit quoi dans la presse africaine? Ça dit qu'avant de viser la Lune, l'industrie spatiale peut déjà être un levier de développement pour l'Afrique. Ça dit aussi que la dépendance énergétique ne vient pas que d'un manque de ressources, mais d'un manque surtout de maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur, du raffinage au transport, jusque même, pourquoi pas, les barrières douanières. Et ça dit enfin les femmes marocaines, comme tant d'autres femmes à travers le continent, continuent de s'imposer tout en réinventant leurs traditions, des traditions qu'elles continuent encore aujourd'hui de célébrer. Bref, la presse africaine, ça ne fait pas que raconter le monde, ça montre aussi comment l'Afrique est en train de le redéfinir. Merci de nous avoir suivis dans Ça dit quoi. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer de lire entre lignes de l'actualité, toujours avec un regard bien africain.